Salut Benjamin. Salut François, bonjour à tous. C'est l'heure de 2 contre 1, le rendez-vous où on parle un petit peu de rugby avec un certain art du décalage. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de 2022, on l'a un petit peu attendu, tu as décidé de te retourner vers un ancien talonneur. Un ancien talonneur qui en plus, je veux pas le faire rougir, mais franchement c'est notre king à tous. Si tu veux parler de rugby où on considère que l'humain est important et qu'on peut faire ça avec un grand sourire, mais en même temps en étant capable de traverser des murs tellement costaud et un peu fou, bah évidemment c'est Vincent Moscato, le seul et l'unique Vincent Moscato. Ça va les gars, bonjour Benjamin, salut François. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui et flatté de mon petit Benjamin que j'ai vu gamin grandir au Stade Français, qui a fait une carrière. Ça, on parle d'autre chose, on va pas attaquer ça tout de suite, là, c'est bon. Donc on parle d'autre chose. Après, je sais que tu vas parler de moi à Serge Blanco, tu me disais que j'avais les doigts tout boudinés quand j'ai essayé de plier des polos. C'est un apprenti que j'ai eu à Serge Blanco et il a bien fait de continuer de laisser le textile de côté et de continuer sa carrière. Serge Blanco, je parle bien sûr de la ligne 15, on avait la boutique à l'Opéra. Et Benjamin est venu travailler avec plusieurs de ses copains. Ils faisaient des stages quand ils étaient gamins. Voilà. J'ai encore un souvenir marquant, François, où il était venu 20 minutes. Moi, j'avais les yeux qui brillaient comme ça parce qu'il le savait pas, mais j'étais aussi ramasseur de balles du Stade Français parce que il y a quelques années avant, parce que j'étais en minime, et il s'est foutu de ma gueule pendant une demi-heure. Oh, mais regarde-moi ces pliages que tu m'as fait. Il parlait de la taille de mes doigts et comment tu veux faire. Et je te jure, moi, j'étais bleu, je suais des grosses gouttes, mais on a ri, évidemment qu'on a ri. C'est fou comment le temps passe vite. Après, tu as fait une carrière incroyable. Et souvent, je le rappelais, que ce soit à la radio, je dis, alors, je te rabaissais, bien entendu. Je dis, c'était un apprenti, il me doit tout. Voilà. L'apprenti s'amuse un petit peu à faire aussi à faire parler les gars du rugby. Donc le principe, Vincent, de 2 contre 1, tu le connais peut-être. C'est des souvenirs, des anecdotes. Un peu comme si on était au Café des Sports à Gaillac. Ou ailleurs, ou chez soi, hein, parce que là on est chez toi avec, on voit quand même de beaux tableaux. Hein. Alors vous avez un Matisse sur le côté, un Van Gogh en haut, un Van Gogh en haut, et là lui c'est celui que je tiens le plus, c'est un Louis-Philippe Miguel et González. On a rajouté Miguel et González, c'est un peintre inconnu, mais je pense d'origine espagnole. Non, c'était un truc que j'ai eu comme ça. C'est un truc que j'ai eu comme ça et j'ai laissé la déco parce qu'elle est tellement rococo, on dirait un vieux bordel du 19e siècle. Bon, bah c'est magnifique. Vincent, on va parler aussi des souvenirs, et puis on peut dire aussi quand même que t'es papy. C'est tout récent. Ouais, c'est tout récent, ouais. 2 fois, Xavier, le fils de ma femme, de Christelle, a eu un gamin, et je suis son beau-père, bien entendu, mais bon, je me considère comme son papy. Et puis Alizé, les deux en même temps, 15 jours d'intervalle, le frère et la sœur ont eu 2 gamins, Calixte, un petit qui s'appelle Calixte, qui a un très vieux prénom, et Paul de l'autre côté. Donc 2 fois 1 mois d'intervalle, tu vois. Donc on a pris un petit coup de recul, tu vois. Au début, tu es en 3e ligne parce qu'il y a les parents devant. Et puis après, il y a les grands-parents, donc tu es en 3e ligne, et puis après, tu montes d'une ligne à chaque fois, et tu sens que quand même, ça commence à glisser, donc tu mets le frein à main, quoi. Tu commences à te raser le matin. Bon, là, je me suis pas rasé pour faire un peu plus jeune. T'essaies de moins faire le mec un peu baroudeur parce que ça vieillit de suite. Bon, là, je suis avec 2 talonneurs, mais c'est quand même un poste particulier, quand même. Les talonneurs, c'est un état d'esprit particulier. Qu'est-ce qui vous réunit? Ce qui nous réunit à nous tous, c'est la formation qu'on a eue, l'état d'esprit qu'on a eu. On se ressemble tous, alors avec nos différences, bien entendu, d'éducation, d'instruction. On s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de points en commun que lorsqu'on avait démarré, quoi. Parce que ce poste-là nous a rendus différents. Nous a rendus différents parce que c'est un poste de confrontation directe, parce que c'est un poste d'union. D'union, c'est toi le mercure. J'ai envie de dire, c'est toi le thermomètre de ta mêlée, de ton équipe. Souvent, les talonneurs sont souvent des leaders, parfois capitaines. C'est un poste, souvent on me demande si j'aurais aimé jouer autre chose. Moi, j'ai toujours dit non, moi j'aurais jamais aimé jouer arrière et faire des percées de 80 mètres. Bon, après, je dis pas que j'aurais pas aimé en faire, bien entendu, parce que ça doit être assez grisant quand même de prendre un ballon dans T22 et de traverser le terrain en mettant des cadrages dévorants à tout le monde. Je pense que ça doit être grisant, mais je n'aurais pas pu faire un autre poste. Ce poste du milieu, il est tellement, il est compliqué, tu vois. Il faut l'honorer.
faut l'honorer. Alors, il y en a eu de très bons. Hein. Benjamin était un talonneur très très bon. Il y a eu des gars comme William Servat et nos aînés comme Dubroca, comme Dentrans, comme Daniel Santaman du Stade Toulousain. Ça a été toujours des inspirations incroyables pour moi. Ouais, en fait, ce que j'adore, et Vincent le représente très bien, c'est qu'au final, et surtout dans ceux que tu viens de citer, ceux dont on se souvient le plus, c'est sans nous les mecs, c'est les bonhommes, quoi. Tu vois, c'est les plus charismatiques, c'est ceux qui en dégageaient tellement qu'on avait tous envie de les suivre. Et toi, très clairement, t'en as fait partie. Sache que, donc moi, je te dis, j'étais ramasseur de balles, ça c'est pour la petite anecdote au Stade Français, mais moi, ce qui m'a piqué au cœur avec ce rugby, c'est cette époque du Stade Français où, au final, qui vous étiez en tant que personne, à quel point vous vous aimiez, à quel point vous avez envie de tout déchirer ensemble avec, comme figure de proue, ce talonneur que tu étais. Moi, ça, c'est ce qui m'a marqué au fer rouge sur ces aventures. Et après, on m'a raconté, en fait, qu'après, ça qui est drôle dans la chronologie de mon historique rugbystique, on m'a raconté qu'après, vos aventures de Bègle et tout, qui en fait étaient un copier conforme. C'était un sort d'impact qui fait qu'on est capable de tout casser, de tout péter. C'est ça que j'aime bien. William Servat, on le sait que c'est ce qu'il apporte à l'équipe de France en ce moment. Fabien, il a ses qualités, ses défauts, mais s'il a pris William, c'est parce qu'il est comme ça avec tous les mecs, notamment devant. Il apporte ce côté humain qui leur fait un bien fou et qui les unit tous. Et donc, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce poste de talonneur. C'est la folie. Alors, il y a une technicité maintenant qui est absolument hors norme. Pour être tout à fait sincère, c'était franchement plus dur de jouer talonneur à l'époque où tu pouvais vraiment te ramasser la gueule, te faire ramasser la tête. Moi, j'ai joué à une époque qui était quand même un peu plus soft. Donc, il y avait moins le côté fou à avoir, mais c'était peut-être un peu plus, on nous en demandait un peu plus dans le jeu. Mais ce qui nous unit tous, c'est que tu as besoin d'un patron au milieu, tu as besoin d'un bonhomme au milieu. Et ça, c'était la clé. C'est un peu ça, mais tu sais, avec le temps, on dit souvent, avec le temps, les raideurs se déplacent. Les difficultés se sont déplacées comme pour nous. Les raideurs se déplacent avec le temps. Tu as plus de rhumatisme, mais tu as moins de raideurs là où il faudrait. Donc là, le rugby de maintenant, il est beaucoup plus rude à certains endroits. Il est beaucoup plus rude à certains endroits. Et autrefois, c'était différent. Autrefois, il était différent. Mais bon, je pense que maintenant, c'est vrai que tu as raison quand tu parles de William. Souvent, dans toutes les équipes autour, il y a toujours un bon première ligne, un bon talonneur, un bon pilar, un mec. Il faut avoir vécu. Sans vécu, il est difficile d'expliquer ce poste-là. Sans vécu, il est difficile. Souvent, on dit que quelqu'un de trop technique ne peut pas être entraîneur parce qu'il ne peut pas expliquer ce qu'il a fait naturellement. Mais à ces postes-là, il te faut quelqu'un qui est pratiqué longtemps, qui ait une sensation, parce qu'il y a des choses qui s'expliquent pas et que tu ne fais passer que par le corporel et par le geste. Et en t'y mettant, je suis sûr que William se met en mêlée. Il se met là, il se positionne. Il faut jouer. Tout ça, c'est des rôles de, il faut, à la parole, amener un acting. Un acting, c'est le plus important quand tu joues en première ligne, parce que ce n'est pas naturel de se baisser, de se lier avec 8 mecs qui font une tonne de barbac et qui sentent quand même le sanglier en rut, quoi. C'est pas normal, qu'on en a c'est pas fait pour ça. Quand tu nais au départ, le bon Dieu, ne te dis pas, tu vas être pilier avec une grosse tête et un gros cou et mal au rein. Et qu'est-ce que tu penses des talonneurs actuels et notamment Julien Marchand? Ah, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Mais nous, on a toujours eu, tu le sais, on va pas se flatter, mais on a toujours eu des bombes de première ligne, des bons talonneurs. Il n'y a pas de génération où on a eu des pompes. Des fois, les Écossais, ils avaient des pompes, ou les Irlandais, à ce poste-là, tu vois. Mais nous, on a toujours eu des bons talonneurs. Et c'est de mieux en mieux. Nous, on était ce qu'on était. Après, il y a eu des gars comme Dalmazo, comme Landreau. Ça, c'est ma génération. Après, des gars de votre génération, à vous, et puis maintenant, tu as eu William Servat, qui a été à son apogée, peut-être l'un des meilleurs du monde aussi, tu vois. Et là, Julien Marchand était extraordinaire. Et puis, il a son frère. C'est incroyable de jouer avec son frère qui joue le même poste. Et donc, il est parti jouer je sais pas trop où. Mais c'est une famille de talonneurs. Et tu le vois, il a la connerie sur lui. Un talonneur, il est joufflu. Tu le vois, toi, t'es joufflu, Benjamin. T'es à deux doigts de rigoler tout le temps, de faire une connerie en étant sérieux, parce que t'as une vie de famille maintenant, mais on sent il faut pas grand chose pour t'amener faire une grosse connerie. Il faut pas grand chose, tu vois. Tu vas garder ton sérieux, mais les talonneurs, faut qu'ils soient toujours un peu, bon, à la limite. Et puis, quand t'es au milieu, c'est que tu veux être aimé, hein. Quand t'es au milieu, c'est que tu veux être aimé. Quand tu prends tes mecs par les épaules, c'est que t'as envie d'être aimé, quoi. C'est un peu les débuts de ma carrière d'acteur, quoi. C'était le poste qu'il fallait pour faire du one-man show ou du théâtre ou faire de la radio, quoi. Voilà. C'était un poste extraordinaire. Et d'ailleurs,
François, j'ai joué avec François et François s'en souvient parce que j'ai cassé le nez dans un regroupement, maladroitement, il badait comme ça, là, au corneille, comme on dit, bader au corneille, avant la bouche, j'ai regardé les corneilles qui passaient, et je suis arrivé, je me suis cassé la gueule, je sais pas comment j'ai fait, j'ai mis un coup de boulard dans la tronche, je sais plus comment c'était, mais je sais qu'il a cuiné comme un gouré. Non, ça c'était à La Rochelle. Et tu te rappelles de ce match à La Rochelle, là, quand tu te gomines les cheveux dans le vestiaire? J'avais mis le manteau, on avait un kiné, Benjamin, qui avait un manteau à lapin, quoi. Tu sais, comment il s'appelait ce kiné, là? Dobon. Dobon, un kiné incroyable. Il nous disait, quand vous êtes fatigué, prenez-vous dans la tête, dites que vous êtes un cheval et vous allez voir, vous allez gagner quelques enjambées de plus et tout ça. Et le jour, on l'avait pris au footing, on lui avait dit, alors le cheval, ça va? Il était violet. Et donc, il avait un manteau en peau de lapin, un fou, mais long, un manteau long. Putain, je vois ce manteau en peau de lapin, j'ai dit, à La Rochelle, il y avait 10 000 personnes. Je dis, là, quand même, je peux pas. Donc, je fais semblant de me faire bander en retard, tu sais, un bandage. Tout le monde sort s'échauffer dans la mute. Là, je mets en short, le manteau en peau de lapin, comme ça. Les cheveux, j'avais trouvé une boîte de Disco Star, tu sais, cette gomina qu'il y avait, tu sais, comme ça, je m'en étais mis, j'avais fait, tu sais, comme les brigades du tigre, l'arrêt au milieu, comme ça, les cheveux, j'avais encore quelques cheveux, et le manteau en peau de lapin, je suis sorti l'échauffement, comme ça, t'aurais vu le public, mais ils m'auraient étranglé, quoi. Et alors, j'ai fait l'échauffement comme ça, tout le monde pleurait, bien sûr, avec le truc en peau de lapin, tout le monde pleurait, voilà. Ouais. Une anecdote, une connerie parmi d'autres. On n'a pas été sur le 15 de la semaine de midi olympique. Hein. Il y en a aucun. Tu vois, je regardais mon nom dans le 15 de la semaine. Je sais pas s'il le faisait à l'époque. Il faisait les ballons, tu sais. Un ballon, 2 ballons, 3 ballons, c'est le maximum. Je crois que ce jour-là, j'ai eu 0 ballon. 0 ballon. Si le petit rendez-vous qu'on fait peut avoir quand même un intérêt, c'est celui-là. Pour les jeunes qui t'ont pas vu et qui t'entendent uniquement à la radio, c'est que tu as été un mec qui a marqué quand même le rugby français des fins des années 80 jusqu'au début des années 2000. Mais enfin, pour moi, je le dis sincèrement. C'est sympa, mais alors c'est vrai qu'on aimait beaucoup le ballon. Alors c'est vrai qu'on nous a qualifié un peu à l'époque, tu sais, ces groupes pénétrants, c'était un peu nouveau. Il y avait Béziers qui avait fait ça. Benjamin Béziers avait fait ça, mais c'était pas tout à fait pareil. C'était des déroulés qu'ils faisaient parce que physiquement, ils étaient au-dessus de tout le monde. Ils avaient des mecs déjà dans les années 70, 80 à 2 mètres, alors qu'ils se déplaçaient pas comme des mecs de 2 mètres de maintenant. Hein. C'était par rapport à maintenant, les mecs, ils étaient en fauteuil roulant hein, au niveau de la vitesse de déplacement. Mais ils faisaient des déroulés. Nous, on a commencé à faire les groupes pénétrants que tu vois au début des années 90, comme ça. Alors on était un peu catalogués comme ça, mais faut savoir on aimait bien. Moi, j'aimais beaucoup le ballon, j'aimais toucher beaucoup le ballon, j'aimais jouer au ballon, c'était très agréable. Mais encore une fois, les formes de jeu, suivant les décennies, progressent, reviennent, sont bizarres. C'est le jeu s'adapte à des défenses, donc il progresse tout le temps. C'est comme, moi, je suis passionné de football américain, donc il y a une adaptation tout le temps, mais eux, ils ont fait une révolution. Déjà, il y a longtemps, il y a 130 ans ou 120 ans que c'était professionnel. Donc, ils sont très performants là-dedans. Mais nous, sur les 20 dernières années, le jeu a évolué par rapport à la défense, tout ça. C'est en éternelle adaptation et il s'adaptera tout le temps. C'est pour ça qu'un match, les vieux matchs ne se regardent plus parce que le sport, en général, ne supporte pas le passé, quoi. C'est pas regardable de jouer. Même, tu regardes la finale de Coupe du Monde de 98 au football. À partir du moment où tu connais le résultat, les phases de jeu sont plus les mêmes, c'est différent. Le sport vit pas très bien. Mais moi, j'avais 3 matchs. C'était votre finale contre Perpignan, le titre de champion de France 99. Non, 98, bien sûr, avec le Français, avec toute la clique des mecs. Donc, c'est ça français CAG à cette époque-là. Si tu veux, moi, j'étais évidemment comme un dingue, minime 2e année. Je vous avais suivi toute la saison et j'ai cette cassette-là. Et j'ai le Grand Chelem, j'ai la finale du Grand Chelem 97 de l'équipe de France où ils vont gagner à l'Arms Park. Et c'est des matchs absolument sensationnels. Ça jouait quand même. Ça jouait vraiment, vraiment beaucoup. Plus de passes à rebond, un peu plus d'incertitude, plus de péché souvent. Moins calibré. Mais par contre, ça jouait beaucoup quand même. Donc je suis pas d'accord avec toi. Franchement, ça vieillit bien et on sentait que vous vous aimiez fort et que vous étiez des putains de joueurs de rugby quand même. Une belle époque, ouais. C'était une belle époque. Max au Stade Français était au summum de sa forme, il avait 45-50 barreaux, il était, comme tu peux l'imaginer, à 50 ans, plein d'enthousiasme, plein de créativité, plein de
plein de choses comme ça, et il faut lui rendre hommage parce que c'est un grand mec, et il nous a amené de la rigueur, mais de la fantaisie aussi, de la fantaisie, c'est important. Ce qui ne veut pas dire, Bernard était garant de la rigueur. Je ne vous fais pas de dessin, excusez-moi. Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça, là, comme ça? Une seconde. Allô? Oui, vous m'excusez. Allô? Non. Allô? Excusez-moi, j'essaie de... Là. Voilà. Et donc, Bernard était garant de la rigueur, tu vois, enfin, vous le connaissez tous, mais Max a mené de la rigueur dans le club, bien sûr, de la rigueur, mais aussi une espèce d'élégance et de fantaisie qui n'était pas forcément dans le rugby. Donc, tout ce qui est nouveau, c'est toujours plein d'adrénaline, plein de surprises, plein de plaisir, quoi, parce que gagner, c'est bien, mais le plaisir que t'amène la gagne, il faut qu'il soit, quand en plus il est agrémenté autour d'un mec qui est toujours en pleine ébullition et qui te fait découvrir plein de choses, c'est génial. Bon, Vincent, on va un petit peu dérouler dans quelques instants l'album photo. Hein, là, on va faire une petite pause, quelques secondes. Voilà. Ma première communion, non? Non, en blanc avec une croix, c'était magnifique. Avec ma sœur à côté. Ouais. À tout de suite. À tout de suite. C'est la deuxième partie de 2 contre 1 avec notre invité exceptionnel, Vincent Moscato. Et voilà, ben oui, et quand même qui nous fait le plaisir de nous recevoir chez lui. Alors je te le disais, deuxième partie de 2 contre 1, c'est l'album photo. Voilà, on a pris des petites photos comme ça. Donc, et notamment, tiens, peut-être que tu te souviens, parce que là c'est la semaine quand même de France-Angleterre. Et forcément, dès qu'on parle de France-Angleterre, on a envie de te passer une photo que... Ouais, ça m'a plein de souvenirs. Pas un bon souvenir, comme tu peux l'imaginer, le temps passe, mais ça reste toujours une meurtrissure quand même, quelque chose de désagréable. Bon, plus maintenant, mais c'est toujours désagréable. Alors le temps est passé, bien entendu, et c'est fini. Ça fait 30 ans, hein. C'est la 30e. Il est passé 30 tournois depuis. J'attends toujours d'être resélectionné. Mais là, je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort. Donc voilà. Ouais, non, c'est une sale histoire, le momentum, comme on dit, il fallait pas être là ce jour-là. Et moi, comme un gros con, j'y étais. Et voilà. Je pense que c'est la faute de mon image, bien sûr, on est toujours responsable de ce qui nous arrive, plus ou moins, à part si tu roules en bagnole et que tu as un sanglier qui traverse en plein milieu, c'est pas ta faute. Mais là, bon, on est toujours un peu responsable, mais c'est la faute aussi à pas de chance, quoi. J'étais au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est un trop plein d'envie? Non, parce que c'est un arbitre qui a été influencé, parce qu'on a usé parfois un peu de violence dans notre carrière et qui a été un peu influencé par les Anglais. Il y a eu des papiers dans la presse anglaise qui ont été mauvais contre moi, contre Gembert, contre la première ligne de Bègle, qui était un peu décriée, un peu même au niveau international, au niveau du rugby, tu vois. Je me rappelle que les Australiens avaient dit c'était comme Nick Farr-Jones, le demi-mêlée australien, qui à l'époque avait dit mettre Moscato en équipe de France, c'est mettre un dingo dans une bergerie. Un dingo, tu sais, c'est ces chiens qu'ils ont là, leurs chiens pourris là, qui bouffent les kangourous là, en Australie. Et donc voilà, d'après moi c'était exagéré, mais bon, après quand une image te tient, pour te la décoller, elle est très dure. Et donc je pense qu'il a été influencé là-dessus parce que bon, sur la mêlée, je veux dire, qui se passe où je suis expulsé, il ne se passe rien de plus que tous les week-ends en championnat, il se passait sur certaines mêlées, quoi. Voilà, il y a pas mort d'homme, il y a une partie de chiffardas, même, enfin, je m'en souviens même plus, tu vois, ça m'a pas été dans l'extrême violence, hein, c'était pas du tout, mais bon, il s'en est servi, il m'a viré. Surtout, c'est pas que tu te fais virer, si tu te fais virer, c'est pas très grave, c'est la suite qui est douloureuse, c'est que bon, les mecs te rappellent pas.
te rappelles pas, te rappelles jamais. Alors tu t'entraînes parce que tu y crois, parce que tu penses qu'à ce moment-là, tu penses que c'était à toi d'y être, quoi. Tu vois, à un certain moment, on se dit, toi, tu y as été, Benjamin, tu sais qu'à ce moment-là, c'était ton tour. T'étais en forme, t'étais dans le coup, tu vois. C'était bon, voilà, j'en avais quelques-unes à prendre à ce moment-là. Bon, je les ai Mais pas pris. La douleur, Vincent, c'est le fait d'être passé à côté d'une carrière internationale? Ouais, ouais, ouais. J'aurais aimé être champion du monde. D'abord, j'aurais aimé, moi je suis un grand rêveur, hein, tu le sais, François. J'aurais aimé être champion du monde de boxe déjà. Bon, et pour ça, il aurait fallu que je fasse de la boxe tôt. J'en ai pas fait. donc, non, j'aurais aimé être champion du monde, battre les Blacks en finale, rencontrer les Sud-Africains, tout ça, avoir une carrière internationale, faire un grand chelem. J'aurais aimé tout ça. Donc, comme tout rugbyman, hein, comme beaucoup de rugbyman. Mais donc, voilà, en m'empêchant d'aller en équipe de France, t'es pas battu par quelqu'un qui est meilleur que toi, t'es empêché d'aller en équipe de France. Ça, c'est le plus douloureux. Voilà, c'est le plus douloureux. Mais bon, après, ça fait 30 ans, hein, c'est loin tout ça, mais quand on m'en parle, j'ai toujours un regret. J'ai toujours un regret parce qu'une carrière de rugby, c'est ce qu'il y a de plus magnifique. Une carrière de sport, c'est ce qu'il y a de plus magnifique. Ça te comble. C'est des moments d'adrénaline, de combat, de communion avec les autres, de bonheur. Quand t'imagines, tu rentres dans des stades qui s'en plein, c'est extraordinaire. Et puis voilà, bon, c'est comme ça. C'est la vie. On n'a pas tout ce que l'on veut. Hein. Tu sais, j'aurais aimé encore une fois te dire. J'aurais aimé être champion du monde et battre Mike Tyson, mais j'aurais sûrement pas pu. Et il faut bien que je fasse ma vie sans avoir battu Mike Tyson. Là, t'es pas en face de Mike Tyson sur la photo, mais t'es quand même bien plein comme un œuf avec ton Marcel et ton petit débardeur là. Tu sais, à l'époque, à Benjamin, là je suis un amateur. Après, tu passes en néo-pro, t'enlèves le t-shirt en 6 rounds. Mais là, c'est en 3 rounds. Ouais, j'étais un peu costaud à l'époque quand même. Je faisais 100 kilos. Tu vois, je les envoyais. Après, j'étais très moyen. Hein, mais bon, j'en ai fait une dizaine de combats. Tu vois, j'en ai gagné 7. J'en ai perdu 2 ou 3 points ou un match nul. Je me rappelle plus. Mais voilà, j'ai fait une dizaine de combats. Et en salle, je mettais souvent les gars. C'était une passion la boxe. Hein, mais j'étais pas très très bon. Mais bon, j'aimais bien à 25 ans, tu crains rien, tu peux te cirer avec tout le monde. Alors maintenant, j'y vais à la boxe encore, mais alors c'est plus la même, hein, je te le dis. Hein. Le moindre crochet gauche, j'ai envie de chialer. Je te jure, ça me fait mal, mon pauvre. Mais c'est ça le vieillissement. Alors tu gagnes en expérience, parce qu'heureusement que tu perds pas tout quand tu vieillis, parce que ça serait dommage. La fin, la moitié de ta vie où tu vieillis, ce serait un enfer. Tu gagnes beaucoup de choses, d'expérience, tu as du bonheur avec tes enfants, avec tes copains, avec tes amis. Tu fais du sport, tu continues à faire du sport. Mais c'est vrai qu'au niveau des coups, vaut mieux pas en prendre, hein, parce que tu es quand même très fragile. Voilà. Mais bon, normalement, vieillissant, tu as pu en prendre. Quoi. Ouais. Et on peut dire que tu t'es servi parfois de tes périodes de suspension. Tu en as une ou deux qui a été un peu longues là. Voilà. Mais pour justement faire de la boxe. Moi, je me rappelle être venu avec toi. Tu t'entraînais avec Rufino Angulo. Ouais, qui était champion d'Europe. Ouais, qui était un super boxeur à Bordeaux. Mais ce qu'il faut savoir de toi aussi, c'est ton exigence pour l'entraînement. Tu es arrivé à Bègle, ce que je veux dire, si Bègle a été champion en 91, c'est grâce à toi. Enfin, ça ne peut pas non plus, mais bon, j'ai continué. Parce que toi, tu avais une barre chez toi. À l'époque, ça se faisait pas, et tu faisais de la muscu chez toi quand les autres allaient boire des coups au Plana, quoi. Ouais. Mais bon, moi, tu vois, j'ai toujours aimé m'entraîner. Je m'entraîne toujours, tu vois. Alors moi, je suis un peu dissipé, Benjamin, tu vois. François, je suis un peu dissipé, donc François me connaît depuis très longtemps, mais c'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. Mais je me suis toujours entraîné. Si je sors, je suis capable de boire du gasoil, de l'éther, du schnapps, avaler une baïonnette, parce que j'ai vu un mec avaler des sabres, tu vois, cracher du feu pour essayer. J'ai essayé, je me suis brûlé même une fois. Je suis un débile, de moins en moins bien entendu. Quoique, j'ai eu une période dissipée il y a pas très longtemps, donc j'ai été rattrapé par madame qui n'a pas aimé mon retour de jeunesse. Mais voilà, donc après, tu vois, là, le matin, je m'entraîne, je fais beaucoup de ce qu'on appelle, ce qui est à la mode maintenant, c'est le gainage sur les coudes, tu sais.
Alors, j'en fais beaucoup, tu vois, c'est une connerie, ça sert à rien, mais bon, moi, ça me fait plaisir. Au moins, voilà, j'ai l'impression de pas être une vieille couille molle, tu vois. Là, tu viens de briser un mythe. Tu viens de briser un mythe. On passe du boxeur, joueur qui peut être champion du monde, mec, sur les coudes, qui finit sur les coudes, statique, qui ne bouge plus. Le mec s'entraîne comme un malade. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il bouge plus. Il est sur ses coudes, il bouge plus. En écoutant BFM. Et moi, qu'est-ce que tu veux, je veux pas aller faire la guerre. J'aurais aimé faire la guerre en Ukraine, mais je suis trop vieux, ils vont pas me prendre. Donc, je reste à la maison, je fais du gainage, qu'est-ce que tu veux. Mais très tôt, tu t'es quand même beaucoup entraîné. Regarde, Benjamin, regarde. Moi, je suis gamin, là. Je suis gamin, dis donc, putain. Ouais. C'était, ouais, là, j'ai 20 piges, ouais, j'ai 20 piges, ouais. Je suis encore un peu faible en pec, là. Moi, je pense que c'était la fin de saison, tu t'étais un peu relâché. C'était un peu, j'avais mis du cul, là. Là, je pense que c'était bien de voir le torse, parce que normalement, là, j'ai mis du cul et des cannes, là. Je dois avoir la fesse tombante. Ce qui est sympa, et on n'est pas là pour briser les mythes, hein, attention, je tiens à le dire, mais quand même, on est là aussi pour raconter des trucs et te faire réagir. Regarde, Vincent. Oh putain, tu l'as trouvé où, ça? Une Lada, dis donc, j'avais acheté ça, quoi. Oh, quelle merde. Tu te racontes. Le chauffage, c'était un truc russe, c'était une Lada, Benjamin, t'as pas connu ces merdes, toi. J'avais acheté ça quand je suis arrivé. Où c'est que t'as trouvé ça? C'est pas possible, c'est la mienne. Non, c'est pas la mienne, toi. Mais enfin, t'es arrivé à Bègle avec cette voiture, quand même. Avec ça, ouais. Une Lada. Lada. Écoute-moi, j'avais le chauffage, c'était un truc russe, le chauffage était bloqué. Il était bloqué, le chauffage. Et j'avais une vitre que quand une vitre à main, comme ça, qui se cassait la gueule à l'intérieur. Donc, je pouvais pas ouvrir la vitre. Et j'arrivais au mois de juillet, je transpirais parce que le chauffage était à fond. Je prenais Serge, il me disait, mais fais quelque chose, bordel, on ne peut plus. Alors, comment on peut plus ouvrir les deux côtés des vitres étaient cassés, il ouvrait la porte quand on roulait, pour avoir de l'air. Serge ouvrait la porte pour avoir de l'air. Et c'est ça, c'est putain malada. Elle faisait 17, 18 litres ça, minimum, même à l'époque. Ah ouais, je te jure. 18 litres ça, écoute-moi, ça sentait tout, je l'ai gardé quoi, un an et demi. Je m'y étais attaché à ce Lada. Voilà. Il aurait fallu que je mette comment ça s'appelle, un truc russe, là. Ouais, une chapka. Une chapka. C'est la même, dis donc. Incroyable. Alors, c'était un truc à la mode, chaque fois j'étais. Bon, alors, je comprenais pas parce qu'il n'y a pas les vitres, tu sais, mais comme là-bas, il y a du brouillard en Russie, quand tu ouvrais la porte, tu avais un truc qui clignotait dans la porte, rouge. Alors, je le montrais à tout le monde, j'ouvrais la porte, je dis, vous avez vu là, le truc, une lumière qui s'allumait dans la porte. Parce que comme il y a du brouillard là-bas, quand ils ouvrent la porte, ils se les font arracher par les autres. Et là, tu avais un phare comme ça, gros, hop, qui s'allumait. Voilà, là, il y avait rien qui marchait, tu sais, c'était des trucs russes. Les trucs russes, ça valait rien à l'époque. C'était fait par voilà, des communistes qui ne voulaient pas travailler, quoi, toi. Voilà. J'ose imaginer la tête du pauvre mec qui te fait une queue de poisson, qui voit toi et Serge Simon sortir dégoulinant de sueur parce qu'il fait 50 degrés, avec les deux portes déjà ouvertes. Les deux portes déjà ouvertes parce qu'il ne peut pas aller baisser les fenêtres. Là, c'était pas bon à prendre, les deux, là. Mauvaise pioche. Ouais, à 25 ans, on était un peu délicat, ouais. Je n'ai jamais réussi à régler mon chauffage. Jamais. Je sais pas ce qui s'est passé. Jamais. J'ai dû la vendre à un gitan ou un truc comme ça, je sais pas à qui je l'ai vendu, mais le mec quand même qui me l'a acheté, il a pas dû faire une bonne affaire. Je sais pas à qui je l'ai vendu, mais moi je pense que ton histoire d'amour avec le public à Bègle, à Musard, parce que Bègle était une banlieue communiste. Ouais. Elle vient de ton arrivée avec la Lada. J'avais pas pensé sûrement avec la voiture du Parti communiste. C'est ça, c'était les mecs du Kremlin, ils allaient au bureau avec ça, hein, les mecs du Kremlin à l'époque, dans les années 80, ils arrivaient avec ça, c'était le truc ça c'était, attention, c'était au standing, hein, pour un officier politique du Kremlin, c'était un truc c'était le KGB qui avait ça, c'était pas les pompes à vélo, hein. On avait envie quand même de te faire agir sur enfin, moi, c'était cette photo que je voulais te montrer parce que je pense que c'est le seul 2 contre 1 que tu as réussi. 2 contre 1, mais c'était en finale du championnat. 2 contre 1 avec des intermédiaires, hein. Ah oui, oui. Avec des mecs qui naviguent, c'est-à-dire c'était 2 contre 1 légèrement lobés. Parce qu'il y avait des mecs au milieu qui naviguaient, prêts à me chipper le ballon. Ouais, ça c'est une belle image,
un beau souvenir surtout parce que c'est en finale et que ça amène un essai et qu'on gagne la finale surtout parce que si tu la perds, bon, ben il y a pas beaucoup d'intérêt. Mais ouais, c'était sympa, c'était pareil. Ouais, je crois que quand tu joues au rugby, tu sais, tu vis que des bons moments, quoi. Tu vois, même les frustrations, parce que le sport, il est comme le milieu du spectacle, il est fait quand même de beaucoup de frustrations, parce que tu voudrais toujours avoir autre chose. Tu voudrais avoir, quand tu fais du cinéma, ben, moi j'ai fait des seconds rôles, ben, tu voudrais avoir le premier rôle. Quand t'es champion de France, tu voudrais être en équipe de France et gagner la Coupe du Monde. Donc c'est fait de beaucoup de frustration. Il y a très peu de mecs qui arrivent à avoir 100 sélections et à tout gagner. C'est très très rare, ben, surtout en France, puisqu'on n'a jamais gagné de Coupe du Monde. Et donc là, ça a été un souvenir d'une frustration de ne pas être champion assouvi, puisqu'on a été champion ce soir-là et que c'était magnifique. C'était un rugby romantique, je dirais. Enfin, romantique. Je sais plus comment dire, mais voilà, quand on regarde, le problème c'est que quand on regarde ces 20 ans, Benjamin ou 25 ans, c'est toujours romantique. Les mecs, quand on te dit c'est mieux avant, ben oui, c'est toujours mieux avant, parce qu'avant t'avais 20 ans. et depuis 30 000 ans, c'est toujours mieux avant pour tout le monde, parce que c'est toujours mieux à 25 ans qu'à 70, bien entendu. T'as combien de titres, Benjamin, toi, de Brennus? 2, pareil. Un 2007 avec les Stades Français et 2017 avec Clermont. Au final, ça, j'en ai perdu une chier. Mais j'ai joué 15 finales en tout. Et j'ai gagné 2 fois le Brennus, une fois la Challenge Cup et une fois la Premiership anglaise. Donc, je te laisse faire les maths. J'en ai perdu un paquet des finales. Ouais. C'est bien. Moi, j'ai perdu une finale. J'ai perdu une finale, ce qu'on appelait du manoir contre Narbonne. Et j'ai perdu une finale avec Brive, un championnat contre le Stade Toulousain. J'ai perdu une finale en 96. On perd à la fin sur une chandelle. On menait tout le temps et avec une équipe de pompe, hein, à Brive. Hein. On n'avait pas une grosse équipe, hein, mais on avait fait une très belle saison, très belle saison. On avait gagné d'ailleurs du manoir et on perd la finale à la fin, 5 minutes de la fin, alors qu'on a mené toute sa partie. C'est assez désagréable. Tu passes un mauvais été le mois de juillet était catastrophique, quoi. Tu vois, tu penses qu'à ça. Tu te lèves le matin te disant, putain, merde, pourquoi il a pas tapé loin plutôt que taper quoi, enfin, que des conneries, quoi, tu vois. C'est drôle. François, tu me demandes lequel de mes 2 titres, moi, Stade ou Clermont était le mieux. Stade Français, franchement, c'est drôle, ça me rappelle un petit peu ce que tu disais, toi, Vincent, mais Stade Français, moi, c'était une façon de rendre tout ce que la première génération avait créé. Tu parlais de Max. Max, après votre tri de 98, il faisait un déjeuner du président tous les jeudis où il attaquait en disant « Messieurs les champions de France, qu'on le soit ou pas ». Et parce qu'il disait si vous venez au Stade français, vous voulez être champion de France et que vous allez être champion de France. Encore fallait-il l'être. Et vous l'avez été en premier. Donc vous avez instauré cette tradition, si tu veux. Donc moi, en 2007, d'être champion de France avec cette génération, avec des mecs sensationnels dont j'avais les posters dans ma salle de bain et tout, ça a été une consécration personnelle qui est toujours hyper proche de mon cœur. Mais en plus, c'était une façon de rendre tout ce que Max avait créé, tout ce que vous aviez créé, tout ce que vous aviez lancé. Clermont, 2017, après tellement d'années de galère et compagnie, c'est un peu plus Bègle, tu vois, qui va chercher une consécration qu'on attend depuis tellement longtemps, même si c'était pas forcément chez moi, mais un endroit dans je me suis retrouvé chez moi et c'était une putain de délivrance. C'était vraiment une délivrance et on y allait au trip et... Même nous, à la fin, on souffrait pour Clermont, parce que tu souffres pour les mecs, quoi. Tu vois, quand ils perdaient ces finales, t'étais là, à un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible, ils le font exprès, quoi, tu vois. Les mecs sont tellement marqués par la loose qu'à la fin, ils se démerdent pour se saboter. Je me rappelle, notamment contre le Stade Français. Et d'ailleurs, les Clermontois m'en voulaient parce que j'avais commenté le match, je m'étais laissé un peu emballer, je sais pas quand c'était, il y avait comment il s'appelait au Stade Français, c'était la finale où il y avait en deuxième ligne, un Fidjien qui avait une ligne comme ça. Radiké Samou. Et donc, j'avais encensé le Stade Français, mais normalement, Clermont doit gagner. C'est Mignoni qui a la mêlée, Clermont doit gagner, ils perdent, c'est comme ça, mais c'est vrai qu'à un certain moment, on se disait, mais ils vont en prendre une quand même, quoi, ils le font exprès ou quoi. C'était une douleur pour le monde du rugby. Pour le monde, parce que bon, on aimait bien les petits rougeries, on aimait tout le monde, quoi, tu vois, ça te fait de la peine quand tu vois les mômes qui sont en pleurs, parce qu'en vérité,
quand tu perds une finale, c'est douloureux, à part si t'en as gagné déjà. Si t'en as gagné, c'est pas pareil. Si t'en as gagné, bon, ben, tu perds. Moi, à Brive, je la perds, ça me fout les boules, mais j'en ai déjà gagné une. J'ai déjà gagné une finale du manoir, tout. Bon, ça va, quoi, tu vois, je veux dire, c'est dur, mais tu te la manges, quoi, tu te la manges. Mais quand t'en as jamais gagné, il y a des mecs qui reviennent jamais en finale. Il y a des mecs qui sont jamais champions. Oh, mais qu'est-ce que c'est, ce brave? Qu'est-ce que c'est, ces braves majorettes? Là, mais celle-là, je voulais la passer, voilà, parce que c'est aussi votre histoire avec Gibbon et Serge. Et c'est, il y a aussi celle-là quand même. Tu vois, vous avez vécu le fait de revivre un truc quand même après Bègle avec eux au Stade Français. L'histoire, elle est belle. C'est un peu ce que disait Benjamin sur l'aventure humaine quand même. Ça sert à ça. Là, j'avais essayé une machine à café sur la tête. J'étais sponsorisé par Nespresso. Qu'est-ce que c'est ce casque horrible, enculé? Je devais être blessé ou quelque chose comme ça. C'est une cafetière que j'ai sur la tronche, quoi. Une cocotte minute. Il est affreux, ce casque, quoi. C'est un casque allemand, en vérité. Ça doit être un casque que ma grand-mère avait récupéré à la commandanture quand elle y travaillait, toi. C'est un casque de char. Tu sais, les mecs qui conduisent les chars, ils ont des casques comme ça, toi. Et qu'est-ce qui vous unit encore là, tiens, à Serge, à Gibbon et à Lolo Verger aussi quand même, parce que Lolo Verger, on n'en parle pas beaucoup, mais ben, c'est toujours, alors bien entendu, quand tu vieillis, bon, ben, t'as les gosses, t'as toute la vie qui est passée par là, la vie qui nous a séparés, qui fait que, ben, professionnellement, il y en a qui sont restés à Bordeaux, Gibbon est resté un peu plus loin dans le Saint-Émilion, là, et donc, ben, ça nous sépare, mais chaque fois chaque fois que Serge, on s'appelle pas souvent, mais quand Serge m'appelle ou on boit un coup, c'est toujours intérieurement, c'est fort, quoi. Intérieurement, ça fait plaisir, tu vois, voilà. Mais ça fait plaisir parce que c'est vraiment assez particulier, notre histoire, quand même. On a fait quand même un bout de chemin ensemble, quoi. Un bout de chemin ensemble avec pas que le rugby, quoi, avec des histoires de vie, des histoires difficiles, des expulsions, des trucs un peu de marginal, parce on a été un peu marginalisé, donc c'est drôle au début, mais au milieu c'est un peu moyen, à la fin c'est pénible, tu vois, c'est pas marginalisé, c'est bien au début pour te faire connaître, pour faire le mariole, parce que c'est d'abord un peu inconscient, mais après c'était un peu pénible. Mais bon, après on a vécu des moments extraordinaires et voilà, quoi, je pense que tout le monde partage ça, enfin pas tout le monde partage ça, nous on a cette chance de jouer en première ligne, de partager ces expériences assez fortes qu'on ne retrouve pas parce qu'on est meilleur, mais parce que nos postes nous amènent à vraiment partager des choses, quoi, parce que seul on n'est pas, c'est banal de le dire et c'est très très con, tu vois, c'est un peu comme dire la guerre c'est pas bien, mais seul on n'est pas grand chose, quoi, surtout, et tu le vérifies beaucoup quand tu joues en première ligne. Bon, qui parlait le plus là parmi Serge, Gibbon ou toi en mêlée, là? Tout le monde parlait là même Gibbon qui pas un machin, il avait un Huawei énorme, hein, Gibbon. Gibbon, presque il passerait pour le premier de la classe, le mec qui est pas dissipé alors qu'il avait un Huawei extraordinaire, hein. Il foutait des raisonnements à tout le monde. Gibbon, c'était le roi du tacle. Quand les mecs qui partaient, leur faisaient des croche-pattes, hein. Tu sais, en touche et tout ça, c'était son truc. C'était des trucs que tu peux pas voir maintenant, mais il faisait des croche-pattes, hein. Il disait, toi, ta gueule, toi, comme ça, il lui mettait un grand croche-patte, tu vois. Voilà, bah, Serge, tu le connais, Serge, c'est le docteur, quoi, c'est le docteur, voilà, c'est un mec qui opère, quoi, c'est un type qui arrive avec la sacoche de chirurgien, quoi, c'est un chirurgien de guerre, quoi, tu vois, c'est un mec, sous Napoléon, quoi, il y a pas d'anesthésie. Sous Napoléon, c'est-à-dire, le mec, il y a pas de morphine, il y a rien, c'est à vif, quoi. Il te refait un genou, une tempe, une arcade, un œil, il peut te faire une afflelou, hein, il peut te faire un fond d'œil, si tu veux. Et puis il opère, c'est je te blesse, mais je te soigne. C'est quand même un truc assez français, quoi. Je te blesse, mais je te soigne. Une espèce de solidarité. on laisse surtout jamais personne derrière nous. De valide, hein, je parle. De valide. Non, c'était une époque où on se créait quelques petits ateliers, toi. Voilà. Des petits ateliers par-ci, par-là. Voilà. Mais après, on était sérieux, on aimait s'entraîner et on courait beaucoup et
Et on aimait ça, quoi. On aimait le rugby comme les jeunes peuvent l'aimer, quoi. Chacun a sa période et chacun fait le rugby qu'il a appris et le rugby de son époque, quoi. Voilà. Et les rugby changent et le sport change et les gamins, là, doivent vivre quelque chose pour ce Grand Chelem d'extraordinaire. Ils doivent vivre un truc phénoménal au niveau de leur rapport entre eux, quoi. Ils doivent s'aimer fort, ils doivent être à fond et on aimerait être à leur place, mais bon, c'est pas éternel tout ça. Je peux te le dire, Vincent, à part acquis de conscience professionnelle, journalistique, évidemment, je suis allé boire des canons avec les mecs après le France-Nouvelle-Zélande. Ils ont brillamment gagné en novembre dernier. Il y en a pas mal avec qui j'ai joué, il y en a plein avec qui j'ai pas joué, les Antoine Dupont, Romain Ntamak, je les connais très peu. Ouais, il y en a avec ça y en a avoir des mecs que t'as pas joué. Ça fait mal. Hein. Ouais, malheureusement, ça commence à piquer un peu, ça sent la sapinette. Mais il y en a plein avec qui j'ai joué, qui disaient exactement ce que tu viens de dire, mais tu te rends pas compte comme on s'aime. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de vivre. Il y a vraiment un truc particulier qui se crée entre eux. C'est très très fort, c'est très très sincère. Et là où je suis complètement d'accord, c'est pour moi c'est le socle même de leur réussite du moment, et c'est ça qui nous attire tellement à eux, et c'est pour la raison pour laquelle on a tellement envie qu'ils cartonnent. Mais moi j'ai envie de te poser une question. J'espère que François, je te massacre pas ton ordre de photos. Mais il y avait une rumeur, en tout cas au Stade Français, qui disait que, parce que je t'ai dit que j'avais une cassette du match Perpignan. Non. Bon, une finale contre Perpignan, ça je l'avais, mais j'avais aussi la demi-finale où vous avez défoncé le Stade Toulousain à Brive, qui avait été absolument lunaire comme match. Et on m'avait dit que la veille du match à l'hôtel, il y avait, je sais pas si c'est ce match-là ou si c'est un autre, vous avez organisé une séance un petit peu de motivation spéciale, notamment animée par cette première ligne des Raptos qui avait été magnifique. On m'avait parlé d'une terrasse ou en haut d'un hôtel ou dans une chambre d'hôtel, je me souviens plus, où vous avez fait 2-3 mêlées avant le match, justement, histoire de vraiment être sûr que tout le monde soit là. Ouais, on était monté sur le toit de l'hôtel, c'était un toit de terrasse. Pas un toit de tuile canal, pas un toit comme ça. On était monté sur un toit en ardoise, le mec qui raconte n'importe quoi. Comment ça, un toit en ardoise? Oui, parce qu'on était aussi équilibriste. Oui, monsieur, à l'époque, on était équilibriste. Non, on était monté sur un toit de terrasse et on s'était d'abord rasé la tête là-bas, on avait fait venir les tondeuses, on avait mis des chaises, on s'était rasé la tête sur le toit et on avait fait des mêlées, on avait fait, voilà, c'était préparé, c'était chauffé à blanc et quand on est arrivé, je me rappelle, il faisait une chaleur incroyable à Brive. Il faisait plus de 30 degrés, c'était un enfer. Et en face, nous, on avait quand même un peu la pression parce que tu avais quand même la première ligne avec Tourner et Soula, Patrick Soula et Califano. Donc, tu vois, on avait quand même un peu la pression. Et c'était à l'époque où il y avait Christian Labitte, Bello en deuxième ligne, enfin tous ces gars-là, quoi, il y avait quand même une grosse équipe, quoi. Et donc on avait la pression, c'était chauffé sur le toit terrasse, mais comme des bêtes, hein, c'était chauffé, ça a été très intelligent d'ailleurs. On avait fait des mêlées parce que c'était un toit où il y avait des cailloux en plus, donc je roulais dans les cailloux, un truc de débile, tu t'oserais même pas le montrer si c'était en vidéo aux gens. Heureusement, comme tu dis, peut-être que c'est en vidéo, mais le passage, le passage. Comment ça s'appelle, aux petites clés, tout ça nous a sauvés en vérité, ça nous a sauvés de nos bêtises, que les cassettes aient disparu. Et donc ouais, c'était chauffé comme des bêtes et donc voilà, on avait fait un gros match. Ouais. On a fait un match accompli. Je l'ai jamais revu, mais il me semble que on avait été un peu bon partout, quoi. Ouais, il y en a peu des matchs comme ça où t'es un peu bon partout, comme un peu en finale, mais je pense qu'en finale ils étaient en dessous de nous. Que là c'était le Toulouse, t'es fort, quoi. Normalement ils étaient prévus comme pour être champion, quoi. Voilà, c'était pas normal qu'on les tape, quoi. Voilà. Et donc on avait fait un gros match accompli et puis ils avaient pris ce jour-là on leur avait mis une danse, ils avaient pris une 30aine de points, me semble, hein. On avait marqué 3-4 essais, quelque chose comme ça. C'est comme ça que Arthur Gomez, tu te rappelles le TOS, Arthur, on appelait le TOS, c'était portugais. Et donc, il avait fait un cadrage, il faisait 100 kilos, Arthur, il allait à 10 000, hein. Arrière, il jouait. Il a fait un cadrage des bords, mon pauvre. Il y avait un photographe au bord de la touche. Je m'en souviens. Samu, hein. Pleine tête, il a pris l'objectif, comme ça. Boum, il s'est réveillé 2 jours après à l'hôpital, l'objectif sur le côté, il lui avait mis de l'appareil photo, assommé, le mec. Mais plié en deux. Ouf, un tampon, t'imagines, le mec il était à genoux, il faisait une photo comme ça. Il a vu arriver un rhinocéros en travers, mon pauvre. Il n'a pas eu le temps de fermer la porte de la Jeep. Hein. Encorné par le TOS. Hein.
dans la bétonnière. Hein. Ouais, est-ce qu'il y avait un deuxième ligne que tu redoutais, Vincent? Tu peux le dire maintenant avec le temps. Ouais, bien sûr. Bon, ben, on a tous eu quand même la pression quand on jouait Narbonne avec Francis Desjans. Hein. Tiens, Le regarde, mec, tac. ouais, le mec, tu le savais, salopard, va. Tu le savais, quel mec. Oh là là. Tu vois, je l'ai vu dernièrement. Moi, j'ai un rapport à l'histoire. J'aime bien l'histoire. Je suis un mec autodidacte. J'ai pas fait d'études d'histoire ni rien. Hein, donc, c'est, je lis beaucoup de bouquins. Et puis, voilà, ma grand-mère était bibliothécaire. Hein, elle aime, voilà, tu vois. Et puis, elle était née au début du siècle dernier, tu vois. Donc, elle avait traversé les époques. Donc, j'étais passionné d'histoire. Et je l'ai vu la dernière fois, tu vois, à Foix. Parce qu'il est député, tu sais, c'est un mec qui a toujours fait des responsabilités. Il était docteur en droit. Il avait 2 doctorats. Un en droit et un, je sais pas trop quoi. C'est un mec doué qui avait 25 ans, mais c'était Frankenstein. En deuxième ligne, avec ses gabarits, tu sais, à l'ancienne, en 93, 14, 15, Sandy Bar, bûcheron. Son père était bûcheron, il était à la campagne de Foix en Ariège. Et je l'ai vu, putain, quel type brillantissime, adorable, mais meurtrier, quoi. Un meurtrier, c'est-à-dire Francis Holm. Je sais pas comment te dire, c'était un mec, un courage. Je lui ai dit, tu vois, c'est le chef du réseau des marquis de. Si c'était, il serait né 50 ans avant, c'était le chef du réseau du maquis d'Ariège. Tu vois, c'était lui, toi. Le mec, tu pouvais le torturer. Le mec, tu pouvais le torturer, il lâchait pas un nom. Il lâchait pas un nom. Et surtout, il lâchait pas un coin comme il disait en Corrèze. Il n'a jamais parlé avec les Allemands, il n'a jamais lâché un coin à cèpe. Jamais. Non, mais courageux, rude, très rude, et qui aimait le truc. Et donc, oui, c'est vrai qu'on le craignait. On le craignait. Quand il était malade, lui, on faisait yes! Non, mais Pourvu qu'il ait la fièvre, pourvu qu'il ait 42 de fièvre, on lui souhaitait pas la mort, mais une bonne grippe le jour où t'allais jouer contre lui, t'étais content, je te le dis. il touchait quasiment le talonneur à chaque mêlée, quoi. Ouais, c'était ce truc. Moi, je crois qu'on a fait un match, au début, quand je jouais avec Grouillet, il y a eu 17 mêlées relevées, je crois que je suis parti 5 fois au tapis. 5 fois au tapis. 5 fois, j'avais le nez cassé, j'avais la peau mettre en consigne, 5 fois au tapis. 7 mêlées relevées. 7 mêlées relevées, une horreur. Une horreur. Une horreur. Non, mais tu le dis, les mecs, ils te croyaient pas. C'était une partie de polka, les jambes en avant, le crazy horse, toutes les parties, voilà, là, tu vois. Mais là, tu vois, un jour comme là, avec cette tête, le nez là, les 2 yeux gonflés, 17 fois au tapis avec le mec arrivé avec le calendrier, parce que là, il n'y avait pas le protocole commotion, là. Le mec arrivait avec le calendrier des PTT, te faisait du vent, comme ça. Sur le calendrier des PTT, tu voyais un petit chat dans une corbeille. Et alors, tu voyais le mec comme ça, il faisait du vent. Il disait à l'arbitre, il va revenir, je le connais, il va revenir. Alors, il te comptait 1, 2, 2, après il arrêtait. Il disait, il va se perdre. Et là, il te faisait du vent, comme ça, un coup d'éponge sur la gueule, et tu rentrais sur une mêlée, quoi. Je te jure, tu avais une scoliose, mais pas du dos, des neurones. Tu avais une scoliose des neurones, comme ça. Tu penchais. Tu rentrais, tu penchais pendant 2 jours. Et les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, pourquoi tu penches? Si, je sais pas. Puis après, ça se remettait en place. C'était la tête, en vérité. Tu foutais des coups dans la gueule. Alors après, des fois, quand tu te dis, tu oublies des trucs. Tu oublies les clés de la maison, tu sais pas où tu les as mis, tu vois, 30 ans après. mais bon, un drôle de mec, un type intelligent, passionnant, gentil mec. C'est des mecs humains. Mais bon, faut savoir qu'ils aimaient ils aimaient les métiers de la viande, quoi. Ils aimaient les emplâtres. Hein. C'était ça. Voilà, bon, on va faire encore une petite pause parce qu'on va parler troisième mi-temps dans un instant, bien sûr, et on revient tout de suite sur 2 contre 1. Vincent Moscato, l'invité de 2 contre 1, bien sûr. On a parlé de sa carrière, on a parlé de l'actualité. On va bien sûr parler aussi quand même de la troisième mi-temps, Vincent. Il y en a eu quelques-unes quand même. Quelques-unes, oui. Ça n'a pas donné, ça part au cochon. Bah, ce qui est intéressant... C'est le terme. Oui,
on a plutôt levé le doigt. Chaque fois qu'il y avait des propositions de soolographie, on levait le doigt quand même. Et moi, quand j'ai loupé une, quoi, putain, ça me rendait fou, quoi. Je dis, putain, celle-là, j'ai loupé, quoi. Putain, que t'es con. Alors, pourquoi t'y as pas été? T'es vraiment un âne. Faut pas les louper, celle-là. Bah ouais, même encore, des fois, ça me le fait. Quand j'apprends que les autres, ils ont rigolé sans moi, ça me fout les boules, mais grave. C'est vrai. Ce qui est sympa, c'est quand même que tu as eu 1000 vies, malgré tout, avant de parler de troisième mi-temps. Voilà, joueur de rugby, comédien, animateur sur RMC, tu as fait de la télé-réalité et tu as fait du one-man show. Et t'en fais toujours. C'est des émotions qui sont proches du terrain. Ouais, c'est des grosses émotions. Le one-man, c'est surtout en ce moment où je joue, c'est sporadique, tu vois, c'est pas en continu. Quand t'es en continu, que tu joues 3 ou 4 fois semaine, bon, mais automatiquement, heureusement d'ailleurs que t'as pas l'adrénaline comme si tu rentrais sur un ring de boxe, bien entendu. Heureusement, autrement tu mourrais, quoi, ce serait pas possible. Mais comme je joue, les temps sont espacés parce qu'avec le Covid, on n'a pas pris les dates qu'on devait prendre. Donc parfois tu joues pas pendant 3 semaines, un mois. Donc à chaque fois tu as la pression de rejouer, de pas te tromper, de bien jouer, tout ça. Mais bon, c'est des grands moments, le one man show. C'est fatigant, c'est épuisant, mais c'est des moments très agréables, très agréables. Les planches en général, le théâtre, c'est le spectacle vivant, c'est quelque chose d'inégalable, quoi. C'est d'avoir ce genre de sensations, c'est un peu des sensations de sportif. Voilà, la différence, c'est que ça, tu peux le faire jusqu'à 80 piges et que tu prends pas de coups, donc t'as que du bonheur. Alors, les débuts sont durs, hein. Attention, les débuts en one man show sont parfois compliqués. Le one man, il faut faire rire, hein. Faut que tous les 15 secondes, 20 secondes, il y ait un rire qui tombe, hein. Autrement, et quand tu commences, que tu balances une blague, personne ne rigole. Je te dis, attends, bon, c'est pas grave, la deuxième, vous allez voir ça va rigoler. T'as moi la deuxième, bon, tout le monde fait bon. Et tout ça, toi, tu commences à baisser la tête, tu te dis, oh, merde. Et donc là, il te faut retravailler, rebosser, et voilà. Donc, voilà, le one man show, c'est l'épreuve un peu ultime dans ce métier-là, je te parle. J'arrive pas à croire que tu balances 2 vannes qui fassent des bides, et ça, je pense que c'est ton humilité qui parle. Au début. Mais... Ouais, peut-être au début, mais très vite, t'as dû trouver les ficelles quand même, parce que si tu dures aussi longtemps et que t'as autant de succès, c'est que tu sais que tu cartonnes. Après, on en revient toujours à la même chose, c'est que de la même manière que les grands joueurs sont aussi des grands hommes, mais à mon avis, les grands mecs du one man show sont aussi des mecs qui ont un charisme et quelque chose qui émane d'eux, et ça, c'est ce que toi t'arrives à transmettre, et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est un humour sincère, c'est un humour vrai, c'est un humour de relations fortes, tu vois. Et ça, je pense que ça parle à tout le monde et ça unit tout le monde. C'est un one man show, tu as besoin de créer quelque chose avec les gars. C'est-à-dire, tu peux avoir les meilleurs sketchs du monde, et on en a vu qui ont eu des sketchs incroyables, qui avaient un comité d'écriture, donc ils arrivaient à faire des sketchs, mais ils n'avaient pas il faut une relation. C'est-à-dire, Fernand Reynaud ou Coluche pouvaient te dire, je vais aller boire un café. Si Coluche te disait, je vais aller boire un café, ben, il te faisait rire, tu vois. Ou je prends ça comme ça, tu vois. Parce que souvent, tu regardes les textes à plat de Coluche, ben, si c'est pas lui qui les joue, c'est pas pareil, tu vois. Si c'est Marcel Drujon qui les joue, ben, ça n'a aucune signification. Donc, la personne en one man est très importante. L'empathie qu'il a, la relation qu'il a avec les gens, et puis bon, sa capacité à être drôle, bien entendu, parce que si déjà t'as pas envie de faire le clown, faut pas faire du one man, quoi, tu vois, ou alors faut faire des lectures, mais bon, avec Alain Finkielkraut, quoi, mais bon, c'est moins drôle, On parle de la composition d'équipe, François. Ouais, tout à fait, la composition d'équipe, parce que on a une petite tradition dans notre rendez-vous, c'est de créer un 15 et Benjamin fait plancher l'invité. Donc toi, on va le faire avec toi, parce que comme ça, voilà, un peu sur... c'est quoi la thématique aujourd'hui, Benjamin? Bah, le thème, c'était le one man show. T'imagines qu'on a eu la chance, nous, de recevoir, par exemple, Nance Ducoing, qui, à mon avis, doit te rendre fier, parce qu'il a quand même une sacrée part de conneries en lui, et vous êtes très similaires, mais il nous le dit tout le temps, hein, que tu l'as beaucoup inspiré là-dessus, parce que c'est ça qu'il essaie de faire. Donc, l'idée, ça aurait été de refaire une composition d'équipe de tous ceux qui auraient pu, ou devraient, ou font du one man, dans toutes les générations. Et savoir qui aurait été intéressant de mettre sur les planches, quoi. C'était un peu ça l'idée.
Bon, on va mettre à l'arrière, on va mettre dans du coin. Bien entendu, on va le mettre capitaine parce qu'il a beaucoup de talent. Il m'a fait beaucoup rire. Quand il était avec les Fidjiens à la bagnole, là, il avait un sketch incroyable où il avait les gosses derrière. C'était les Fidjiens qui faisaient. Il avait, comment il s'appelle, celui qui a été à Bristol, il me semble, le centre, qui était énorme. Il avait un pilar, Radradra. Ouais, c'était très drôle. Et puis il est drôle. J'ai l'impression que là, en ce moment, il fait un peu moins. Urios a dû passer par là. Je le vois moins. Je le vois moins. Je pense qu'à chaque fois, ce genre de choses, quand tu joues, ça, faut gagner, quoi. Parce que si tu gagnes pas, à un moment donné, tu te fais reprendre. Mais il a du talent, ce gamin. Il a du talent, beaucoup de talent. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré et j'aimerais bien sûr le rencontrer, mais je pense qu'il y a du bulbe. De la même manière que quand tu dis, si Coluche te dit viens, on va boire un café, il va rire. Si toi tu lui envoies un message, je me demande combien de secondes il va mettre avant de te rejoindre au café. Il est très très fan de lui aussi. J'irai le voir de ces quatre à Bègle, tu vois. Et donc, ouais, dans du coin, on peut le mettre à l'arrière, ouais. Et toi, c'était un 15 de mecs un peu drôle, quoi. Bon, t'avais la Room en deuxième ligne, bien sûr, qui a une gueule qui est drôle, qui est tout le temps en train de lâcher des vannes, quoi, tu vois, des trucs, mais tout le temps, tu sais, le comique de répétition me fait beaucoup rire. C'est-à-dire la blague qui est Talon, à mêlée, la Room me disait Talon Sylvester, tu vois, c'était des trucs débiles. Et ça me faisait rire. Parce que il te le répétait pendant 20 ans. Et toujours, quand on me voit, il me fait Talon Sylvester. Et c'était, ou alors percute Algine. C'est le truc de la Room agace. Et il en a 10 000 comme ça. Il en a 10 000. Donc, c'était drôle. C'était drôle. Donc, lui, on peut le mettre en deuxième ligne. On peut le mettre en deuxième ligne. En première ligne, on peut mettre bien sûr Serge. Serge qui a du bulbe, qui est capable d'avoir de l'humour. Là, je sais que parfois, il a un rôle où il faut qu'il terrifie tout le monde. Et il le fait avec merveille au sein de cette fédération. C'est un peu le Beria. Tu sais, Beria, c'était le bras droit de Staline. Donc, mais bon, il a de l'humour et la verve. Il y a bien une phrase quand même dont tu dois te souvenir quand, je sais pas, vous avez affronté d'autres mecs, etc., que Serge a dû dire, une punchline ne peut... Oh, des punchlines, c'est on vous dépose où, on vous ramène à la maison, on met les fermés. Attention. On leur faisait le bruit, on leur faisait bip, bip, bip. Tu sais comme les Manitou quand ils reculent. C'est bip, bip, bip. Oh, des conneries, des phrases, Serge, il en avait 10 000. Hein. Serge, écoute-moi, un jour, il avait commandé une paire de souliers, tu sais, de chaussures neuves, tu sais, des montantes. Tu sais, les montantes, tu sais. Donc, elles étaient neuves Adidas. J'y vais, j'y pisse. On était à Clermont, d'ailleurs. On était à Clermont. Je vois, ils sortent de la boîte les pompes, comme ça. J'y vais discrètement, je pisse, je remplis à rebond une pompe, comme ça. Et moi, je me mets en face, quoi. Je pleurais, quoi. Je baissais la tête, je pleurais, comme ça. Il dit rien, quoi. Il dit rien. Rien. J'ai dit, il dit rien, quoi. Il arrive. Il me parle pas. On va s'échauffer en tennis, tu sais, il y avait une salle à Clermont. Le stade, il a changé, je sais plus comment c'était. Donc, c'est ce chauffant, je reviens, il m'avait chié dans la pompe, comme, écoute-moi, un colombin comme ça, 20 cm, une truite, quoi, une truite de 20 cm, il m'avait mis un gardon, quoi, un goujon géant, il m'avait mis dedans. Il m'avait chié dans la pompe, il m'avait dit, ça t'apprendra. Et voilà, donc, voilà. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est avant le 8e en 90? Bon, je sais plus du tout. C'était avant, à Clermont, c'est sûr. Ah, je sais pas, ouais, je sais pas. Quand il y a une fois aussi, on avait été odieux contre le Racing qui venait à Paris. À Bègle, on avait été odieux. Odieux. Il y avait un brouillard ce jour-là. et les phares du stade, c'était à peu près les phares de Malada. À peu près la puissance de Malada au niveau des phares. Le stade était éclairé, mais de mer, personne n'y voyait rien. On voyait même pas les spectateurs. Je veux dire, des phares de Lada, ils avaient mis pour économiser. C'était ce radin de Noël Mamère, qui était le maire de Bègle, qui avait dû économiser. Il nous avait mis des loupiotes, il nous avait mis. On voyait rien. On s'est abonné, on s'est battu, comme des clébards et tout ça. Il nous avait dit, vous viendrez. Et alors, on arrive au match retour, mais c'était, tu sais, les cartons se cumulaient, les cartons jaunes. Et Gingin, s'il y avait un autre carton, Gingin qui s'était conduit quand même il avait fait 16 reprises de volée dans la partie, hein. Alors, il disait, mais non, c'est pas moi, ouais, c'est pas toi, connard, on te voit, tu fous des reprises de volée à tout le monde. Donc, alors, a priori, il ne fait pas jouer au match retour.
On lui dit, ah non, 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 moi, nous, on n'était pas d'accord, j'ai dit tout, hein. On lui dit, on va pas morfler parce que quand ils nous regardaient, on était descendus du car, ils nous regardaient comme ça. On dit, putain, on va morfler aujourd'hui, grave. Mais Serge, et on était là, on lui dit, on l'a forcé, avant le match, on lui a dit, va t'excuser au vestiaire, alors on le poussait au vestiaire du Racing, dans le couloir, les mecs qui nous voyaient, ben, on pleurait de rire. On dit, t'inquiète, va t'excuser auprès de ta Jean, tu dis que t'as pas fait esprit, on le poussait. Et alors l'autre, il était un costard, parce que Yves avait, a priori, ne voulait pas qu'il joue, parce qu'il allait se faire expulser. Et donc, après, il y avait les huitièmes, tu vois. Et donc, nous, on a morté. Ils sont sortis dans le couloir, comme ça, je me rappelle, il y avait Jean-Pierre Jeunet, tu te rappelles, comme ça. Il me regardait, c'est là que je lui dis, vous nous prenez pour les juniors ou quoi? Comme ça, on est rentré. Écoute-moi, mais c'était un match retour qui s'est bien passé parce que, mais on pouvait pas se battre parce que c'était le dernier match avant les huitièmes de finale et eux, ils avaient, avec Tadjan, Jeunet, tout ça, Blanc, ils avaient déjà 18 cartons jaunes et nous, pareil. Personne, tout le monde se regardait comme ça, faisait connard, enculé, mais personne ne pouvait se toucher, autrement les huitièmes, c'était mort. Voilà, l'arbitre attendait comme ça. Tous les mecs qui étaient là. Attention, toi. Mais personne ne pouvait se toucher. C'était affreux. C'était affreux. C'était le match le plus long de ma vie. On se poussait. Non, mais ce qui était énorme, c'est que dans le vestiaire, il y avait un vestiaire pour les trois quarts, un vestiaire pour les avants. Donc, dès que Apriou partait chez les trois quarts, toi, tu disais à Ginja, mais c'était quand même 25 minutes avant le match, hein, et tu disais, la Combe Lucien, va t'excuser. La Combe Lucien, c'était un collabo, c'était un film sur la Combe Lucien. De Louis Malle, ouais. C'était un collabo à l'époque, c'était un film sur un collabo, on lui disait, la Combe Lucien, on l'appelait, va t'excuser, va leur dire que c'est toi qui as fait les conneries. Nous, on y est pour rien. Ouais, non, on y est pour rien. Tu leur as dit que moi, j'avais rien fait. J'ai dit, c'est pour leur dire que moi, j'ai rien fait. Les péteux, quoi. Parce que Michel, ils avaient la main lourde, hein. Tadjan, c'était Michel, la main lourde, hein. Voilà, oh putain, il était rude, hein. Jeunet aussi était drôle de con. Il y avait Zinzin voisin aussi. Bon, t'avais une belle équipe là aussi. Hein. Xavier, tout ça, c'était un peu rude, tous ces types-là quand même. Hein. Il parlait beaucoup sur le terrain. Derrière, là, tu te rappelles, Éric Blanc et tout. C'était. Ouais. Alors, Éric Blanc, moi, je suis là à Paris. Moi. Éric Blanc était né à Gaillac. Et il parlait comme ça. Alors, attends, qui Ken Run, hein, là, c'est qu'attends, il était né à Gaillac, hein, Éric. Attends, là, et moi qui étais là à Paris, je parlais comme je parle. Le mec, c'était une inversion complète. Moi qui étais là à Paris, je parlais comme un mec de Gaillac, et lui qui était là à Gaillac parlait comme un mec de Paris. Attends, Vincent, là, quand même, oh. Regarde. Il y avait des phénomènes. Hein. Non, mais... Je jouais avec Franck Mignon, au centre, avec son beau-frère. Et sa sœur allait, Vincent, il avait quand même la capacité dans le vestiaire à détendre l'atmosphère. Et un jour, on va à Perpignan, l'année du titre, là. C'était un peu tendu quand même, tu vois, il y avait l'échauffement et tout. C'était. Et là, juste avant le truc, il se met un bandeau élasto, ce qu'il ne faisait jamais. Enfin, tu mettais très peu de bandeau élasto. Et là, on le voit mettre un bandeau élasto comme ça, mais juste avant de sortir, tu vois. Et puis il fait putain les gars. Et il avait coincé son pouce, si tu veux, dans le truc. Je peux pas lancer aujourd'hui, mais on était tous morts de rire. Bernard était fou. Bernard, il gueulait comme un âne. Il gueulait comme ça. Il disait, je pourrais pas laisser aujourd'hui. J'avais le truc coincé dans le truc. Ça. Voilà, bon, des conneries. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'après j'ai fait un peu de one man, parce que déjà j'avais un peu commencé, tu vois. Mais le rugby a des personnalités, tu vois, parce que c'était. Alors maintenant, bon, bien entendu, avec un professionnel exacerbé, c'est un peu tous les mêmes profils, les mecs sortent des centres de formation, tout ça, comme le sport professionnel en général, mais autrefois ils sortaient un peu de diverses. Ils étaient divers et variés. Il y avait des universitaires, des plombiers, des fromagers comme moi, de tout, des paysans, de tout. Donc ça faisait des fois des bouquets de fleurs assez haut en couleur, quoi. Enfin, toi, tu travaillais chez EDF quand même. Ah ouais, moi j'étais le grade de GF3, quoi. Petite réparation, c'était petite, je dépannais, non, je dépannais que j'y allais jamais. J'y allais, je prenais la bagnole. Il y avait une salle de bagnole qui était pas bleue. Une BX, à l'époque, c'était la frime, une BX Citroën. Quand tu la regardes maintenant, Benjamin, tu vomis quand c'était la voix. Mais la BX, c'était celle du patron. Je la prenais le lundi, je marquais toutes les cases. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Des fois, je partais à Gaillac avec la BX du patron de l'EDF.
Et j'avais les cartes, quoi. J'ai parti en vacances, j'avais les cartes d'essence pour l'autoroute, les péages et tout. Les mecs, un jour, ils cherchaient sa bagnole, c'était un jeudi, quoi. Alors moi, j'étais parti, j'étais loin, je dis, je peux pas rentrer, je suis trop loin, quoi. Voilà. Non, mais on travaillait pas. On était tous à l'EDF. Parce que Bernard était à l'EDF aussi. Il y a beaucoup de Béglés qui étaient à l'EDF. Parce qu'on avait les statuts de sportifs de haut niveau. C'est-à-dire, avant d'être professionnel, nous, on a fait les deux. Tu sais, moitié carrière pro, moitié machin. Et donc, avant d'être pro, on était considéré comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire, on faisait 7 heures par semaine. Donc, on n'y allait jamais. Non. Oui. On n'y allait jamais. Jamais. Mais j'ai travaillé à l'EDF. Ouais. Le pire, ça a été pour démissionner. Les mecs qui voulaient me garder quand t'es titulaire. C'est ces trucs de fonctionnaire. Quand t'es titulaire, si tu tues pas le président de la République, tu peux jamais démissionner. J'ai joué encore au Stade Français. J'ai joué encore au Stade Français. Le mec, j'ai dit, mais je veux démissionner. Mais il me dit, tu sais jamais si ça revient. Mais putain, vous m'emmerdez maintenant. Démissionner. J'ai mis 10 ans pour démissionner. Les mecs, ils me disaient, mais on sait jamais, on te garde. Mais non, je disais, non, je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas. Voilà. Voilà. Et ta carrière de one-man show, on peut dire qu'elle a commencé là, quand même. Ouais, voilà, ouais. Alors ça, c'est un club à house de Bègle qui était provisoire à la base et qui a tenu de l'après-guerre jusqu'à dans les années 90. De l'après-guerre jusqu'à les années 90. Ouais, le boulevard de la Tortue. Tu sais que ça, le boulevard de la Tortue, ce panneau-là, il a fini à Miami avec la Clamence et je l'ai récupéré dans une maison que j'ai en Guadeloupe et je l'ai récupéré. Voilà. Ah ouais. Et le panneau, il a 30 ans ce panneau. Ouais. Et en fait, quand même, ce qui est énorme, c'est que là, il y a. Enfin, toi, tu chantais pas mal Renaud quand même. Ouais. Ouais, non, mais je chanterai pas. J'ai quand même conscience de cette voix de merde que j'ai, quand même. Je chante que dans un état d'ébriété. On aime l'ébriété, bien entendu, mais là, pas le matin. Ah non, mais ça je sais. Mais non, mais en fait, t'es d'accord quand même. On peut dire qu'elle a commencé là, ta carrière. Ouais. Non. C'était un clubhouse très sympa, vieux, tu l'as vu, pourri, mais avec une ambiance incroyable. On était 500 personnes là-dedans et c'était super, quoi. C'était génial. Ça te rappelle un truc, ça? Imagine, regarde les photos et les mecs, comment ils sont fringués. J'ai l'impression que c'est après-guerre. Non, mais regarde le mec là qui a mis le pantalon marron sur le côté à droite de l'écran. Le mec a l'impression que c'est Jean Moulin qui part en chemisette. Le bus, attention, le bus incroyable, hein? Ouais. C'est des vieilles photos. Hein. Ben ça, c'est la photo après la finale. Hein. Ah ouais, je bois de l'eau, donc ouais, c'est sûrement après la finale. Finale 91. RATP, c'est vers l'Opéra, ça, non? Ouais. Non, Lafayette, c'est vers l'Opéra. Derrière, on voit Lafayette, les galeries, ouais, donc c'est vers l'Opéra. Toi, je me trompais pas. Ouais. Je me trompais pas, ouais, c'était, je sais pas ce que je faisais là, mais regarde le survêt, c'est sympa, non? Plutôt sympa. Ouais, la banane, peut-être un peu en trop. La banane, mais moi, tu sais, je suis du triangle des Bermudas, tu vois, vers Gaillac, Perpignan, tout ça, tu vois. Donc, on a toujours la banane avec le jeton pour le caddie de Leclerc à l'intérieur. C'est le petit jeton. Ouais, la banane, ouais, c'est vrai que la banane, ça sera à refaire, je la mettrai pas. La banane en daim, c'est du daim, attention. Hein. C'est revenu à la mode, hein. C'est revenu à la mode. Revenu à la mode, ouais. Bon. Ouais, je sais pas ce que je branle avec cette banane, j'ai jamais aimé la banane. Ouais. Les trois dernières petites questions pour terminer l'émission, Vincent. Une phrase de motivation inoubliable d'un entraîneur qui t'a marqué. Y a une phrase de Zaza quand même qui a été incroyable. On n'est pas venu ici pour être là, ou des trucs comme ça qu'on fait. On sait plus de qui elles sont, tu vois. Ouais, non, je m'en souviens pas. Il y en a eu tellement de conneries, de dites dans ces moments d'excitation que c'est incroyable, quoi. Tu vois, c'est les phrases que tout le monde connaît. Alors tu sais plus si c'est toi qui les as entendues ou si on te les a racontées, tu vois. Ouais, ils ont 15 bras, 15 jambes, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, il paraît qu'il y a eu un rire énorme. C'est Zaza Prédemé a été quand même qui était un pilier champion de France avec 69 qui a entraîné Bègle, était quand même un phénomène dans la phrase d'avant-match, quoi. Tu vois. Il y a eu aussi, il y a une phrase aussi qui me plaît beaucoup de Luis
Fernandez, le footballeur, qui à la radio, il avait dit, c'est pas tombé sur l'orteil d'un sourd. Il avait dit, attention. Ça, j'adore cette phrase. Je trouve qu'elle est magnifique. C'est pas tombé sur l'orteil d'un sourd. Et donc, voilà, tu vois. Il y a la phrase de Delmas aussi, faut pas faire tomber le bébé avec l'eau du boudin. C'est l'eau du bain. Il a balancé ça. Faut pas faire partir le bébé avec l'eau du boudin. Ça aussi, c'est très drôle, tu vois. Voilà, c'est pas mal, je trouve, comme truc. Mais ça, j'ai beaucoup entendu en radio, beaucoup de choses. Après, des phrases de motivation. On n'est pas venu ici pour être là. Voilà, quoi, tu vois, les fameuses promenades d'avant-match où le bus s'en va et toi tu rentres à pied, mais t'as pas vu, et toi tu vas au stade à pied, mais le problème c'est que t'as pas bien imaginé, l'entraîneur a pas bien imaginé la distance qu'il y avait entre le truc et t'arrives à demi-heure du coup d'envoi, tu vois. Bon, on a vu l'un des plus beaux 2 contre 1 que tu as réussi, c'était avec Bègle contre Toulouse en 91. Et c'est quoi le plus beau 2 contre 1 que tu as vendangé? Ça, je m'en souviens pas parce que je crois que ce genre d'erreur, je ne l'ai jamais fait. J'étais joueur de talent. J'avais la sensation sur moi, tu vois. J'ai jamais fait le mètre de trop. Je prenais, je donnais. J'étais entraîné par quand même Jean Trio, le père de François, qui quand même, au col relevé, quand même passait la pelote de main en main. Donc ça n'a pas pu m'arriver avec les entraîneurs que j'ai eus. C'était pas impossible. Je me souviens pas, François. Moi, j'en ai pas fait non plus des 10 000. Hein. Je me suis jamais retrouvé dans des positions de 2 contre 1 à 5 mecs de la ligne. C'est quand même assez rare. Bon, on a passé un super moment, Vincent. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, merci beaucoup. 2 contre 1, voilà, le matin, le soir, à tout moment de la journée, Benjamin. Hein. On est là, bien sûr, et on était très heureux d'avoir Vincent avec nous. Hein. C'est celui-là que j'ai le moins bien négocié, c'est le 2 contre 1 contre vous, le 1 contre 2. Quoi. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Mais jamais, je t'embrasse. Kaiser, ça n'a rien à voir avec les boulangeries, tout ça, non, rien. Malheureusement, absolument pas. Et je peux te dire que j'ai essayé un paquet de fois. Je payais avec la carte, je montrais le nom de famille et tout. Rien, j'ai jamais eu même un pain au chocolat, rien, nib, même pas une chouquette. C'est comme moi avec le vin, le Moscato, qui est un cru très connu dans le monde, Moscato d'Asti, mais qui se vend pas beaucoup en France, mais aux États-Unis, à chaque fois que je mets un truc, parce que c'est un vin italien, mais les mecs, c'est vraiment un truc très très connu un peu partout dans le monde, mais pas en France, parce qu'en France t'as le Bordeaux, tout ça. Chaque fois les mecs ils m'envoyaient une bouteille de Moscato, quand ils boivent du Moscato, ils m'envoyaient la photo de la bouteille. Alors je leur dis chaque fois merci, mais comme si je ne le connaissais pas, tu sais, comme si je ne le connaissais pas, mais ça fait 1000 photos comme on boivait les bouteilles. Et chaque fois je dis ah ouais putain, alors ça je savais pas, c'est sympa quand même de m'envoyer. Mais non, j'ai rien à voir avec cette famille viticole qui est énorme. Mais voilà. Les poulets, je vous embrasse. Allez, merci Vincent. Merci beaucoup. Une émission posée. Ouais. Bonne pluie à l'ombre. François, toi, mauvais temps à Paris. Hein, donc, écoute, tenez-vous au sec. Hein, avec vos vieux os. Et bonne émission sur RMC, 15h tous les jours, Vincent. On t'écoute. Allez. Je vous remercie. Ciao tout le monde, les gars. Ciao. Merci beaucoup. Bise. Thank you.